conventions. Ma femme a déclaré à tout le monde lors de cette soirée que le mariage était une arnaque et qu'elle était de nouveau célibataire. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était ma réaction. Tout a commencé un mercredi soir lorsqu'elle est rentrée à la maison avec une énergie excitée qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. Elle avait ce regard dans les yeux, le même que lorsqu'elle planifie quelque chose qu'elle trouve astucieux. Il faut qu'on aille dans un endroit spécial ce samedi, a-t-elle annoncé, presque en sautillant. J'ai organisé quelque chose de vraiment important pour nous. J'étais assis au comptoir de la cuisine, en train de consulter des emails professionnels sur mon ordinateur portable. Quel genre de chose? C'est une surprise. Fais-moi confiance. On doit être au centre d'événements de la rivière à 19h précise. Sa façon de le dire m'a noué l'estomac. Il y avait quelque chose d'étrange dans son ton. Trop répété, comme si elle avait préparé cette conversation. Mais j'ai acquiescé. D'accord? Le samedi est arrivé. Et elle a passé tout l'après-midi à se préparer. Coiffure, maquillage, toute une mise en scène. Elle a choisi une robe rouge qu'elle ne portait que pour les grandes occasions et se regardait dans le miroir avec un sourire satisfait. « Tu es magnifique », lui ai-je dit alors qu'on montait en voiture. « Merci, toi aussi. Tu t'es bien arrangé. » Le trajet jusqu'au centre d'événements était bizarre. Elle n'arrêtait pas de tripoter son téléphone, envoyant des messages à quelqu'un, le posant, puis le reprenant. Toutes les quelques minutes, elle me jetait un coup d'œil avec une expression étrange, comme si elle scrutait mon visage à la recherche de quelque chose. « Alors, dans quoi on s'engage exactement ?» ai-je demandé en me garant sur le parking. « Tu verras, suis-moi. » D'accord. Le centre d'événements de la rivière était l'une de ces salles de location générique avec une moquette beige et un éclairage fluorescent. En franchissant les portes d'entrée, j'entendais des voix et de la musique provenant d'une des salles adjacentes. Elle m'a guidé vers le son, sa main sur mon bras d'une manière qui semblait plus directive qu'affectueuse. Quand nous sommes entrés dans la salle principale, je me suis figé. Il y avait bien 30 personnes. Nos amis, quelques collègues de son travail, même sa sœur et son mari. Tous se sont tournés vers nous à notre entrée, et un silence plein d'attente s'est abattu sur la pièce. « Surprise !» a crié quelqu'un, mais ça sonnait creux. Comme s'il ne savait pas vraiment ce qu'il fêtait, ma femme s'est avancée, s'éloignant de moi, et s'est placée au centre de la pièce. Elle tenait un micro qu'elle avait dû prendre quelque part. Et j'ai soudain réalisé que ce n'était pas une fête surprise pour moi. C'était une performance, et j'étais le spectateur involontaire. Merci à tous d'être venus ce soir. A-t-elle commencé, sa voix résonnant clairement dans le système sonore. Je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi je vous ai réunis ici. Alors je vais aller droit au but. La salle est devenue encore plus silencieuse. Je sentais les regards passer d'elle à moi, et une sensation glaciale s'est installée dans ma poitrine. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps au mariage, aux relations, à ce qu'on fait tous ici. Elle a marqué une pause pour l'effet dramatique, comme si elle donnait une conférence TED. Et j'ai pensé, ça y est, le mariage est une arnaque. C'est une institution dépassée conçue pour piéger les gens dans des situations qui ne leur conviennent plus. Alors ce soir, je veux annoncer à tous que je suis officiellement célibataire. La salle a explosé. Les gens ont commencé à applaudir et à crier comme si elle venait d'annoncer qu'elle se présentait à la présidence. Sa sœur a poussé un cri d'enthousiasme depuis le fond. Un type de son bureau a lancé « Vas-y, ma grande ». Je suis resté là, observant ce cirque se dérouler autour de moi. Et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas du chagrin, pas de la colère, juste une clarté cristalline. Elle avait orchestré tout cela pour m'humilier publiquement. Elle voulait que je la supplie, que je pleure, que je fasse une scène qui validerait le récit qu'elle avait construit dans sa tête sur notre mariage. Elle s'est tournée vers moi avec une expression d'attente, comme si elle espérait que je tombe à genoux pour la supplier de revenir sur sa décision. Le micro était toujours dans sa main, probablement dans l'espoir que je le saisisse pour faire un discours désespéré sur combien je l'aimais et ne pouvais pas vivre sans elle. Au lieu de cela, je l'ai regardée pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai regardé la foule qui applaudissait encore mon humiliation publique. Et j'ai fait la seule chose qu'elle n'avait clairement pas prévue. Je me suis retourné et je suis sorti. Sans un mot, sans drame, sans supplication. Juste un demi-tour simple et une marche vers la sortie qui m'a semblé à la fois la plus longue et la plus courte de ma vie. Derrière moi, les applaudissements se sont tus complètement. J'entendais sa voix, soudain incertaine, prononcer mon nom à travers le micro. Mais je n'ai pas fait demi-tour. Je n'ai pas ralenti. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. Je suis monté dans ma voiture. J'ai démarré et je suis rentré chez moi, la laissant expliquer à 30 personnes perplexes pourquoi son grand final venait de partir sans script. Je suis arrivé à la maison vers 20h30 ce soir-là et je me suis servi un bourbon.
Pas parce que j'étais dévasté, mais parce que j'avais des réflexions sérieuses à faire et un bon whisky m'aide à penser clairement. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Probablement restée chez sa sœur, s'attendant à ce que je l'appelle pour m'excuser de ne pas avoir joué le rôle qu'elle m'avait assigné dans son petit drame. Mon téléphone est resté silencieux sur le comptoir de la cuisine. Et ça me convenait parfaitement. Le dimanche matin, j'ai commencé à faire des changements. Premier appel à la banque pour retirer son accès à nos comptes joints. Pas par rancune, juste par protection de base. Si elle voulait jouer les célibataires, elle pouvait gérer ses finances comme une célibataire. Deuxième appel à notre compagnie d'assurance pour la retirer de mon contrat santé. Encore une fois, juste une conséquence logique. Les célibataires ont leur propre assurance. Troisième appel au serrurier. Si elle annonçait à 30 personnes qu'elle était célibataire, alors elle ne vivait plus ici. Simple calcul, à midi, j'avais de nouvelles serrures sur toutes les portes et un tas de ses affaires soigneusement emballées dans le garage, pas jetées ou abîmées, juste organisées comme si j'aidais quelqu'un à déménager. Parce qu'en gros, c'est ce qui se passait vers 14 heures. Mon téléphone a enfin sonné. Son nom s'est affiché à l'écran et je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Quoi ? Sa voix s'était aiguë et incrédule. Tu es sérieux là ? Tu es juste parti hier soir. En fait, je suis sorti de ta performance. C'est différent. Ce n'était pas une performance. C'était moi, honnête sur ce que je ressens. L'honnêteté, ça aurait été une conversation privée. Ce que tu as fait, c'était une humiliation publique conçue pour me faire passer pour pathétique. Alors félicitations. Mission accomplie. Elle est restée silencieuse un instant, probablement pas préparée à ce que je sois si calme. Écoute, il faut qu'on parle. Je rentre à la maison. Non, tu ne rentres pas. Pardon, tu as annoncé que tu étais célibataire. Les célibataires ne vivent pas dans ma maison. Notre maison. Vérifie l'acte de propriété. C'est ma maison. Ça l'a toujours été. Tu y vivais parce qu'on était mariés. Mais d'après ton petit discours d'hier soir, on ne l'est plus. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer à l'autre bout. Tu ne peux pas juste m'exclure. C'est aussi chez moi. C'était au passé. Tu as fait ton choix devant 30 témoins. Je respecte juste ce choix. Tu es ridicule. Vraiment. Parce que je trouve que ridicule, c'était d'annoncer notre divorce lors d'une fête surprise sans même demander le divorce officiellement. Moi, je suis juste pratique. Elle a raccroché. J'ai fini mon café et repris l'organisation de ses affaires. 1 heure plus tard, elle frappait à la porte d'entrée. Je pouvais la voir par la fenêtre. Toujours dans cette robe rouge de la veille. Beaucoup moins apprêtée que pour son grand moment, j'ai ouvert la porte mais je suis resté dans l'embrasure, sans l'inviter à entrer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? A-t-elle exigé ? Rien du tout. Je me sens fantastique. En fait, fantastique. Oui. Pendant des mois, je me demandais pourquoi tu semblais si malheureuse, si distante. Hier soir, tu as tout clarifié parfaitement. Tu ne veux pas être mariée avec moi. Message reçu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment. Parce que le mariage est une arnaque et je suis officiellement célibataire semblait plutôt clair. Y avait-il un sens caché que j'ai manqué ? Son visage devenait rouge. J'essayais de faire passer un message. Quel message exactement ? Que tu aimes m'humilier publiquement. Que notre mariage compte si peu pour toi que tu en fais un divertissement pour tes amis. Aide-moi à comprendre le message. Je voulais que tu te battes pour nous. Je voulais que tu montres des émotions. J'ai éclaté de rire à ça. Donc ton grand plan était d'annoncer notre divorce publiquement, en espérant que je ferais une scène pour te supplier de reconsidérer. Et ensuite quoi ? Tu me reprendrais gracieusement devant tout le monde. C'était ton idée du romantisme. Elle a ouvert la bouche, la refermée, puis rouverte. J'avais besoin de savoir que tu tenais encore à moi. Je tenais à toi, encore au passé. Mais voilà ce qu'il en est du respect. Une fois que tu l'as perdu, tu ne le récupères pas en expliquant pourquoi tu l'as jeté. Donc c'est tout ? Tu abandonnes 8 ans de mariage. Je n'abandonne rien. Tu as abandonné hier soir, je ne fais que rattraper mon retard. Elle a essayé de me pousser pour entrer dans la maison. Mais je n'ai pas bougé de l'embrasure. Tes affaires sont dans le garage. Je laisserai déverrouiller pour que tu puisses les récupérer quand tu veux. Mais tu ne vis plus ici. Tu ne peux pas être sérieux. Mortellement sérieux. Tu voulais être célibataire. Félicitations. Profite de ta liberté. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Elle a frappé pendant environ 10 minutes, criant à travers le bois que j'étais déraisonnable, qu'on devait parler comme des adultes, que je surréagissais. Je suis monté à l'étage et j'ai pris une longue douche chaude. Quand je suis sorti, les coups avaient cessé et sa voiture était partie. Ce soir-là, elle a commencé à m'envoyer des messages, de longs paragraphes sur comment elle avait fait une erreur,
Comment elle voulait juste que je montre que je tenais à elle. Comment on pourrait surmonter ça si je la laissais rentrer et expliquer. J'ai lu chaque message et les supprimé sans répondre. Si elle voulait être célibataire au point de l'annoncer publiquement, elle pouvait découvrir ce que signifiait vraiment être célibataire. Mon téléphone a sonné à nouveau vers 22 heures. J'ai répondu à la première sonnerie cette fois. Quoi? Parle-moi, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Laisse-moi expliquer. Tu as eu 8 ans pour expliquer ce que tu ressentais. Tu as choisi de le faire avec un micro devant 30 personnes au lieu d'avoir une conversation avec ton mari. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur l'importance de mes sentiments pour toi. Ce n'est pas juste, tu veux parler de juste, ça aurait été de me respecter assez pour discuter de tes problèmes en privé. Juste, ça aurait été de ne pas transformer notre mariage en spectacle comique pour tes amis. Mais tu ne voulais pas du juste, tu voulais du dramatique. Eh bien, voilà ton drame. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. La maison était silencieuse ce soir-là. Paisible même. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller en me demandant ce que j'avais fait de mal ou comment réparer ce qui était cassé entre nous. Il s'est avéré que la seule chose à réparer était ma tolérance au manque de respect. Et ça fonctionnait enfin correctement. Le lundi matin a apporté les conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Je buvais mon café en lisant les nouvelles quand mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de ses amis du travail qui étaient à la soirée. Mec, ce qu'elle t'a fait samedi, c'était dur. J'étais mal à l'aise en regardant tout ça. Juste pour que tu saches, tout le monde n'a pas trouvé cool la façon dont elle a géré ça. Apparemment, après le choc initial, les gens ont eu le temps de réfléchir à ce qu'ils avaient vu. Et l'ambiance a changé. Ce qui semblait être une indépendance féminine empowering, le samedi soir ressemblait beaucoup plus à une cruauté publique à la lumière crue du lundi matin, vers l'heure du déjeuner. Elle est réapparue à la maison. Cette fois, elle avait sa sœur avec elle pour un soutien moral. Ce qui m'a indiqué qu'elle devenait désespérée. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, essayant de paraître autoritaire. Non, pas besoin. Sa sœur est intervenue. Allez, sois raisonnable. Elle a fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. J'ai regardé sa sœur avec une curiosité sincère. Humilierais-tu ton mari devant 30 personnes pour faire passer un message? Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Vraiment. Parce que j'étais là, j'ai entendu le discours, vu les applaudissements. Je suis assez sûr de savoir ce qui s'est passé. Ma femme s'est avancée. Écoute, je sais que je t'ai fait mal. Mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Travailler sur nos problèmes. Nos problèmes. Quels problèmes exactement? Tu sais quels problèmes? Tu es distant. Tu ne communiques pas. Tu me prends pour acquise. J'ai souri à ça. Donc ta solution était de me prendre pour acquis si publiquement que 30 personnes ont applaudi quand tu as annoncé que tu en avais fini avec moi. C'est ton idée de la communication. J'essayais d'attirer ton attention. Mission accomplie. Tu as toute mon attention. Je prête une attention particulière au fait que tu pensais que notre mariage valait la peine d'être sacrifié pour des applaudissements de gens qui nous connaissent à peine. Sa sœur a essayé à nouveau. Écoute, elle est désolée. Elle réalise qu'elle est allée trop loin. Vraiment, parce que je n'ai pas entendu d'excuses. J'ai entendu des explications, des justifications et des excuses. Mais pas une seule excuse réelle pour ce qu'elle a fait. Le visage de ma femme est devenu rouge. D'accord, je suis désolé. Voilà, t'es content. Désolé pourquoi exactement? Pour la soirée. La soirée, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pas pour m'avoir humilié publiquement. Ou pour avoir annoncé notre divorce sans en discuter avec moi. Ou pour avoir transformé notre mariage en divertissement. Juste la soirée. Elle semblait frustrée. Comme si j'étais difficile exprès. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Rien. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je veux que tu vives les conséquences de tes choix. C'est ridicule. Tu agis comme un enfant. Vraiment. Parce que les adultes discutent de leurs problèmes en privé. Les adultes respectent assez leurs partenaires pour ne pas les embarrasser publiquement. Les adultes n'annoncent pas des décisions qui changent une vie à une foule sans consulter l'autre personne concernée. Alors entre nous deux, qui agit comme un enfant? Sa sœur a passé un bras autour d'elle. Il a raison. Tu sais, ma femme s'est tournée vers sa sœur. Choquée. Quoi? Je t'ai dit que c'était une mauvaise idée quand tu m'en as parlé vendredi soir. Je t'ai dit que ça se retournerait contre toi. Mais tu as dit que tu savais ce que tu faisais. Tu étais au courant, ai-je demandé à sa sœur. Elle m'a appelé vendredi, tout excitée par son plan. Je lui ai dit qu'elle était cruelle. Mais elle a dit que tu comprendrais une fois que tu réaliserais à quel point elle était sérieuse pour réparer votre mariage. Je me suis tourné vers ma femme. Donc tu as planifié ça pendant des jours. Ce n'était pas un éclat émotionnel spontané. Tu t'es assise.
Tu y as réfléchi. Tu as invité des gens, loué une salle et décidé que m'humilier publiquement était ta meilleure stratégie pour réparer notre relation. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Ça rend les choses tellement pires. Tu te rends compte? Si ça avait été un moment de colère, au moins je pourrais comprendre. Mais c'était calculé. C'était toi décidant que m'embarrasser était un dommage collatéral acceptable pour le point que tu essayais de faire. Je ne pensais pas que tu partirais juste comme ça. Tu pensais que j'allais faire quoi? Tomber à genoux et te supplier de ne pas me quitter devant tout le monde. Te donner le frisson de pouvoir que tu cherchais. Je pensais que tu te battrais pour nous. Me battre pour nous. Tu as annoncé à une salle pleine de gens que le mariage était une arnaque et que tu étais célibataire. Pourquoi exactement étais-je censé me battre à ce moment-là? Ton droit d'insulter publiquement toute notre relation pendant que je restais là à encaisser. Sa sœur secouait la tête. Je t'avais dit que ça arriverait. Je t'avais dit qu'il n'était pas du genre à supporter le drame. Taille-toi, a rétorqué ma femme à sa sœur, avant de se tourner vers moi. D'accord, tu veux des excuses. Je suis désolé d'avoir blessé tes sentiments. Je suis désolé de t'avoir embarrassé. Je suis désolé de ne pas avoir mieux géré les choses. Voilà, on peut passer à autre chose maintenant. Je l'ai regardé longuement. Tu ne comprends toujours pas. Comprendre quoi? Ce n'est pas une question de sentiments blessés. C'est une question de respect. Tu m'as montré exactement combien de respect tu as pour moi, pour notre mariage, pour notre relation. On ne peut pas s'excuser pour rattraper ce niveau de manque de respect. Donc quoi? Tu abandonnes. Comme ça? Je n'abandonne pas. J'accepte la réalité. La réalité que tu pensais si peu de notre mariage que tu en as fait un spectacle public. La réalité que tu te soucies plus de faire des gestes dramatiques que d'avoir des conversations honnêtes. La réalité que tu ne me respectes pas assez pour traiter nos problèmes comme quelque chose de privé entre nous. J'ai reculé de la porte. Tes affaires sont toujours dans le garage. Prends-les quand tu veux. Mais cette conversation est terminée. Attends, elle allait essayer d'avancer, mais je fermais déjà la porte. Ne rends pas ça plus difficile qu'il ne faut. Ai-je dit à travers la vitre? Tu as fait ton choix samedi soir. Maintenant, vise avec. Je me suis éloigné de la porte et les ai entendus parler dehors quelques minutes avant que leur portière claque et qu'elles partent. Cet après-midi-là, 3 autres amis communs m'ont envoyé des messages. Apparemment, la rumeur circulait sur ce qui s'était vraiment passé à la soirée et les gens commençaient à prendre parti. Le vent tournait, et pas en sa faveur. Ce soir-là, elle a essayé d'appeler 6 fois de plus. Je n'ai répondu à aucun appel. La femme qui avait dénoncé qu'elle était célibataire découvrait que l'être signifiait être seule. Et je découvrais que certains ponts, une fois brûlés publiquement, ne peuvent pas être reconstruits avec des excuses privées. Le mercredi, les retombées sociales devenaient évidentes. J'ai appris par des amis communs que les gens qui avaient applaudi son annonce avaient maintenant des doutes sur ce qu'ils avaient vu. Une collègue m'a envoyé un message cet après-midi-là. « Salut ! Juste pour te dire que ce qui s'est passé samedi ne passe pas bien avec la plupart d'entre nous. C'était brutal à regarder. » Un autre ami m'a appelé directement. « Mec, je repense à cette soirée. Plus j'y pense, plus ça semble tordu. Elle t'a vraiment pris par surprise. » Apparemment, une fois le choc et la gêne dissipés, les gens ont commencé à parler. Et plus ils parlaient, plus ils réalisaient qu'ils avaient été complices de quelque chose de cruel. Personne n'aime être utilisé comme accessoire dans le drame de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait. Pendant ce temps, je recevais des invitations que je n'avais pas eues depuis des mois. Golf le vendredi, apéro après le travail, dîner le week-end. C'était comme si les gens qui marchaient sur des œufs autour de nos problèmes de mariage se sentaient soudain libres de me contacter directement, sans avoir à nous gérer comme un package. Le jeudi matin, je suis tombé sur une amie de fac d'elle dans un café près de mon bureau. Elle semblait mal à l'aise en me voyant, comme si elle voulait disparaître dans le sol. « Salut !» a-t-elle dit doucement. « Bonjour !» Elle a hésité, puis s'est rapprochée. « Écoute, il faut que je dise quelque chose. Ce qu'elle a fait samedi soir était mal. Je la connais depuis 15 ans. Et je ne l'ai jamais vue être aussi cruelle avec quelqu'un. Merci de le dire. » Elle continue d'envoyer des messages à notre groupe d'amis, essayant de nous convaincre de te parler. Mais franchement, la plupart d'entre nous sont plutôt dégoûtés par tout ça. Personne ne veut s'impliquer. Ça expliquait pourquoi ces appels devenaient moins fréquents. Son système de soutien s'effondrait parce que même ses amis les plus proches ne pouvaient pas défendre ce qu'elle avait fait. Le vendredi soir, je suis sorti boire un verre avec des collègues. On a fini dans un bar sportif en centre-ville, à regarder le match et avoir une conversation normale et détendue pour la première fois depuis des mois. Je n'étais pas inquiet de rentrer à une certaine heure ou de gérer une crise fabriquée, vers 22h30. Devinez qui est entré avec sa sœur et 2 autres femmes.
Elle m'a repéré immédiatement et est venue directement à notre table. On peut parler, a-t-elle demandé. Ignorant complètement mes collègues, on regarde le match. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai regardé mes amis qui fixaient tous cette interruption gênante. Vous la connaissez. C'est la femme qui a annoncé qu'elle était célibataire lors d'une fête surprise le week-end dernier. Son visage est devenu rouge. Ne fais pas ça ici. Faire quoi? Dire la vérité. Je pensais que tu étais fan des annonces publiques. Un de mes collègues a sifflé doucement. C'était toi. Mec, cette histoire circule dans tout le bureau. C'était dur. Elle a regardé autour de la table les 4 gars qui la regardaient comme maintenant comme si elle était un déchet toxique. C'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est que tu me suives dans un bar pour continuer une conversation que tu as terminée samedi soir. Tu as dit que tu étais célibataire? Les célibataires ne poursuivent pas leurs ex-maris dans des bars sportifs. Sa sœur est venue et lui a pris le bras. Allez, on y va. Mais elle s'est dégagée. Je n'abandonne pas pour nous. Il n'y a pas de nous? Tu l'as très clairement dit à 30 personnes samedi dernier. Mentais-tu à ce moment-là? Ou mens-tu maintenant? Je ne mentais pas. J'essayais juste de t'atteindre. Mission accomplie. Tu m'as atteint parfaitement. Le message, elle a été reçu haut et fort. Elle est restée là un moment, réalisant que tout le monde à la table la regardait avec un mélange de pitié et de désapprobation. Son grand geste s'était retourné contre elle si spectaculairement que même des inconnus la jugeaient pour ça. D'accord, a-t-elle dit finalement. Mais ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Elle est sortie en trombe avec sa sœur sur ses talons. Mes collègues sont restés silencieux 1 minute avant que l'un d'eux commence à rire. Waouh, mec, elle pensait vraiment que t'humilier publiquement allait te reconquérir. Apparemment, c'est un niveau de folie supérieur. Le week-end a été paisible. J'ai complètement nettoyé le garage, organisé des choses que je repoussais depuis longtemps. Et j'ai vraiment apprécié être dans mon propre espace sans marcher sur des œufs. Pas de drame, pas de crise fabriquée. Pas de manipulation émotionnelle déguisée en communication. Le dimanche après-midi, sa meilleure amie de lycée s'est présentée à ma porte. C'était intéressant, car cette femme avait toujours été polie mais distante avec moi. Maintenant, elle semblait sincèrement bouleversée. « Je dois m'excuser auprès de toi », a-t-elle dit avant même que je puisse dire bonjour. Pourquoi? Pour ne pas avoir réagi samedi soir. Pour l'avoir laissé te faire ça. Pour avoir applaudi quand j'aurais dû sortir. Je me suis appuyé contre le chambranle. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'étais choqué, parce que c'est arrivé si vite, parce que je ne voulais pas faire une scène. Elle a secoué la tête, mais surtout parce que je l'écoutais se plaindre de votre mariage depuis des mois. Et je pensais qu'elle avait peut-être raison. Et maintenant, je réalise qu'elle peignait un tableau qui n'était pas réel. Les choses qu'elle disait sur toi, la façon dont elle décrivait votre relation. Ça ne correspond pas à ce que j'ai vu samedi soir. Qu'as-tu vu samedi soir? Une femme humiliant un homme qui l'aimait clairement. Une femme si désespérée d'attention et de contrôle qu'elle détruirait son mariage publiquement juste pour prouver quelque chose. Elle semblait sincèrement honteuse. Et je l'ai aidée à le faire. Elle a fait son choix. Tu étais juste là quand elle l'a fait. Elle s'effondre. Tu sais, aucun de nous ne veut plus être près d'elle. Elle continue d'appeler, d'envoyer des messages, de venir chez nous, essayant de nous convaincre de l'aider à réparer ça. Mais il n'y a rien à réparer. Elle a cassé quelque chose qui ne peut pas être réparé. Je sais. Elle pensait que tu reviendrais en rampant. Elle était tellement sûre que tu la supplierais de reconsidérer. Quand tu es juste parti, je pense que c'est là qu'elle a réalisé qu'elle avait tout mal calculé. Après son départ, je me suis assise sur ma terrasse avec une bière et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Il y a 1 semaine, j'étais marié à une femme qui pensait si peu de moi qu'elle faisait de nos problèmes relationnels un divertissement public. Maintenant, j'étais libre de cette toxicité. Et même ses amis les plus proches admettaient qu'elle avait tort. Parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui essaie de vous humilier est de simplement refuser d'être humilié. Laissez-les là avec leur micro et leur public, parlant dans le vide pendant que vous partez avec votre dignité intacte. Les gens qui valent la peine d'être gardés dans votre vie vous respecteront pour ça. Ceux qui ne le font pas ne valaient pas la peine d'être gardés de toute façon. La 2e semaine après son annonce a apporté du désespoir. Elle a commencé à apparaître partout où j'allais, comme si elle suivait mes mouvements. Le lundi matin, elle attendait près de ma voiture dans le parking du bureau. Je suis passé devant elle et suis monté sans un mot. Elle a frappé à la vitre, parlant à travers le verre de notre besoin de régler les choses. J'ai démarré et suis parti pendant qu'elle parlait encore. Le mardi, elle est apparue au supermarché pendant que je faisais mes courses. Elle m'a suivi dans l'allée des céréales, plaidant pour une thérapie et une seconde chance dans mon dos. J'ai fini mes courses et l'ai laissée là, entre les Cheerios et les cornflakes. Le mercredi,
Elle a changé de stratégie. Elle a commencé à utiliser d'autres personnes comme messager. Sa mère m'a appelé, essayant de me culpabiliser pour avoir brisé la famille. Son frère m'a envoyé un message demandant si on pouvait prendre un café pour discuter comme des adultes. Même ma propre mère a reçu un appel d'elle, pleurant sur son erreur et son désir de rentrer à la maison. J'ai dit à tout le monde la même chose. Elle a fait son choix publiquement. Et je respectais ce choix le jeudi soir. J'étais à la salle de sport quand elle est entrée. Elle n'avait jamais fait de sport de toute notre vie de mariage. Mais la voilà en tenue de sport flambant neuve. Prétendant utiliser l'elliptique tout en me fixant, j'ai fini mon entraînement et suis allé au vestiaire. Elle m'a suivi jusqu'à la porte du vestiaire homme et a attendu que je sorte. Le personnel de la salle a dû lui demander de partir. Le vendredi a marqué le sommet de sa campagne. Elle a envoyé des fleurs à mon bureau avec une carte disant « Je suis désolée », dans une écriture qui ressemblait à celle d'un enfant. Puis elle a fait venir un télégramme chanté pendant ma réunion de déjeuner. Une femme dans un costume ridicule a chanté une chanson sur le pardon pendant que mon client restait assis. Perplexe, j'ai remercié la chanteuse. Lui a donné un pourboire de 20 €. Et j'ai continué la réunion comme si de rien n'était. Mes clients ont été impressionnés par ma gestion de la situation. L'un d'eux a même dit que ça montrait un bon caractère sous pression. Ce week-end-là, elle a escaladé jusqu'à la manipulation pure. Elle a commencé à poster sur les réseaux sociaux sur la dépression et la solitude, cherchant clairement la sympathie et espérant que quelqu'un me pousserait à la reprendre. Quand ça n'a pas marché, elle a posté de vieilles photos de nous avec des légendes sur les bons moments et le combat pour l'amour. Je n'ai répondu à rien. Je ne les ai même pas regardés. En fait, des amis m'informaient de ses publications, mais j'avais bloqué ses comptes le lendemain de son annonce. Le dimanche soir, elle a tenté l'option nucléaire. Elle a appelé en prétendant avoir une sorte d'urgence, pleurant hystériquement qu'elle était en danger et avait besoin d'aide. Quand je ne suis pas immédiatement accouru, elle a fait appeler sa sœur avec la même histoire. Je suis allé chez sa sœur pour vérifier. Mais pas parce que j'étais inquiet pour elle. J'y suis allé parce que je voulais voir jusqu'où elle était prête à aller. Elle a ouvert la porte, parfaitement en forme, sans aucune urgence en vue, juste des yeux rougis par les pleurs et du désespoir écrit sur son visage. « Tu es venu ?» a-t-elle dit, comme si ça prouvait quelque chose. « Ta sœur a dit que tu avais des problèmes. Je vois que ce n'est pas le cas. Je pars. Attends, s'il te plaît, je voulais juste te parler face à face, sans interruption. Donc tu as menti sur une urgence. C'est ton idée d'une communication mature. J'étais désespéré. Tu ne prends pas mes appels. Tu ne veux pas me voir. Tu ne reconnais même pas que j'existe. Tu as annoncé que tu étais célibataire. Les célibataires n'ont pas le droit d'exiger l'attention de leurs ex-maris. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu l'as planifié, organisé et exécuté parfaitement. La seule erreur était de supposer que je jouerais le jeu de ton drame. Elle a attrapé mon bras alors que je me tournais pour partir. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Je ne peux me concentrer sur rien. Tu me manques tellement. Ça me tue. J'ai baissé les yeux sur sa main, sur mon bras, puis sur son visage. C'est ce que ressentent les conséquences. Tu t'y habitueras? Comment peux-tu être si froid? On a été mariés pendant 8 ans. Et tu as jeté ces 8 ans pour des applaudissements de gens qui nous connaissent à peine. Tu as choisi ton public plutôt que ton mari. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Je me suis dégagé de son emprise et suis retourné à ma voiture. Elle m'a suivi, continuant à parler, à supplier, à essayer de négocier pour sortir du trou qu'elle s'était creusé. En partant, je pouvais la voir dans mon rétroviseur, debout seule dans l'allée de sa sœur, comprenant enfin que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois qu'on les a brûlés devant 30 témoins. La femme qui voulait tant du drame obtenait exactement ce qu'elle avait demandé. Le problème, c'est qu'elle ait été la seule à encore regarder le spectacle 1 mois après son annonce grandiose. J'avais la meilleure soirée depuis des années, j'avais grillé un steak parfait, ouvert une bouteille de vin que je gardais et regardé les playoffs dans une paix totale. Vers 21h30, il a commencé à pleuvoir, pas une pluie normale, mais un de ces déluges qui vous rend reconnaissant d'être à l'intérieur avec un toit au-dessus de la tête. C'est alors que je l'ai entendu. Un léger coup à la porte d'entrée. À peine audible à travers la pluie, j'ai regardé par la fenêtre et elle était là, trempée jusqu'aux os, sans parapluie, sans manteau, juste là dans un jean et un t-shirt collés à son corps. Ses cheveux étaient plaqués, son mascara coulait sur ses joues, comme si elle était là dehors depuis un moment. Elle a frappé à nouveau, plus désespérément cette fois. Je suis resté à la fenêtre, l'observant à travers la vitre. Elle a levé les yeux et m'a vu, pressant sa paume contre la fenêtre comme pour essayer de passer à travers. « S'il te plaît », je l'entendais dire à travers la vitre. « S'il te plaît, laisse-moi entrer. Il faut qu'on parle. »
Je suis resté là un long moment, prenant en compte la scène entière. C'était la même femme qui, un mois plus tôt, s'était tenue devant 30 personnes, micro en main, annonçant que le mariage était une arnaque et qu'elle était célibataire. La même femme qui avait planifié cette humiliation pendant des jours, invitait un public pour y assister, et s'attendait à ce que je la supplie de me pardonner. Maintenant, elle suppliait sous la pluie. L'ironie était parfaite, mais je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de justification, pas d'envie de triompher. Juste du vide là où mes sentiments pour elle se trouvaient autrefois. Elle a frappé plus fort, plus frénétiquement. Je sais que tu es là. Je te vois, s'il te plaît. Juste 5 minutes. 5 minutes. C'est tout ce qu'elle voulait maintenant. 5 minutes pour essayer d'annuler un mois de conséquences pour 8 secondes d'humiliation publique. Je me suis éloigné de la fenêtre et me suis rassis sur mon canapé. J'ai pris mon verre de vin et en ai bu une gorgée. Le steak refroidissait, mais il était toujours délicieux. Les coups ont continué pendant encore 10 minutes. Parfois doux et suppliant, parfois désespéré et exigeant. J'entendais sa voix à travers la porte, étouffée par la pluie et les murs, mais je n'essayais pas de distinguer les mots. Finalement, les coups ont cessé. J'ai regardé par la fenêtre à nouveau et l'ai vue assise sur les marches de l'entrée. Recroquevillée, la tête dans les mains, la pluie continuant de tomber sur elle. Une partie de moi se demandait combien de temps elle resterait là. Une partie de moi se demandait si c'était une autre performance, conçue pour me faire sentir assez coupable pour ouvrir la porte. Mais surtout, j'étais juste fatigué. Fatigué du drame, fatigué de la manipulation, fatigué d'être traité comme un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre sur l'empowerment et l'indépendance. Elle avait fait son choix ce soir-là au centre d'événements. Elle avait choisi son public plutôt que son mari. L'humiliation publique plutôt qu'une conversation privée. Les applaudissements plutôt que le respect. Chaque conséquence qui suivait était juste le résultat naturel de ce choix. J'ai fini mon vin et suis monté me coucher. Depuis la fenêtre de la chambre, je pouvais voir qu'elle était toujours là, assise sous la pluie comme une héroïne tragique de film attendant sa scène de rédemption. Mais ce n'était pas un film, c'était la vraie vie, où les actions ont des conséquences et certaines erreurs ne peuvent pas être réparées avec des larmes sous la pluie. J'ai fermé les rideaux et me suis endormi. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, elle était partie. Il y avait un morceau de papier trempé collé à ma porte d'entrée. Probablement une lettre qu'elle avait écrite en restant là. Je l'ai jetée sans le lire. 3 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs qu'elle avait déménagé dans un autre état. Elle avait recommencé à zéro quelque part ailleurs, loin du cercle social qui avait assisté à son erreur spectaculaire. Je ne l'ai jamais revue. Parfois, on me demande si je regrette ma façon de gérer les choses, si je pense que j'aurais dû lui donner une autre chance, faire preuve de clémence, être le plus grand des deux. Mais le respect n'est pas quelque chose qu'on peut perdre et récupérer avec des excuses. La confiance n'est pas quelque chose qu'on peut briser publiquement et réparer en privé. Et la dignité n'est pas quelque chose qu'on peut sacrifier pour des applaudissements et récupérer avec des larmes. Elle voulait être célibataire au point d'en faire une célébration publique. Je lui ai juste donné exactement ce qu'elle demandait. Je t'attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.